3 jours de silence pour une seule déclaration. Et pourtant, c'est tout un pays qui a basculé d'un coup. Lorsque Ibrahim Traoré est apparu à l'aube en affirmant qu'un désert muet pouvait devenir un ciel construit de leurs propres mains, l'écart entre le mutisme initial et l'annonce d'un projet colossal de 40 km² a créé une tension presque irréelle. Comment un peuple peut-il redessiner son horizon avec si peu de moyens qu'il interroge l'inertie même de ceux qui observent à distance ? Dans ce bref éclat, un futur entier s'est entrouvert. Le récit né de cette annonce ne reposait pas sur un geste spectaculaire, mais sur une ambition formulée avec une précision inhabituelle. Démontrer qu'une nation peut ériger une infrastructure majeure, sans dette, sans tutelle extérieure et sans dépendance structurelle. Cette promesse, présentée comme un bénéfice décisif, un modèle autonome capable de remodeler durablement la marge en puissance collective, redéfinissait les repères habituels du développement régional. Les premiers signes de mobilisation, discrets mais constants, montraient qu'un simple énoncé pouvait devenir un levier opérationnel lorsque la cohésion remplaçait les capitaux. Chaque outil partagé, chaque heure de travail offerte, chaque technique improvisée transformait un acte ordinaire en engagement souverain. Matka, cette équation plaçait le pays dans une zone de risque tangible. Sans financement externe, la marge d'erreur se réduisait. Sans réseau allié, l'isolement diplomatique pouvait s'accentuer. Pourtant, plus la tension montait entre faisabilité matérielle et portée symbolique, plus une interrogation s'imposait. Si la première étape réussissait, même partiellement, n'ouvrirait-elle pas une brèche dans un modèle imposé depuis des décennies ? C'est ici que surgit le micro-hook. Que se passe-t-il lorsqu'un pari collectif commence réellement à prendre forme ? Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé apparu dès les premières heures. Les 3 jours de silence n'avaient pas servi à masquer une hésitation, mais à préparer méthodiquement un projet de 40 km² conçu sans prêts étrangers. Et c'est précisément là que la question suspendue depuis la première partie trouva sa première réponse. Derrière l'immobilité apparente se déployait déjà une accélération interne que l'apparition d'Ibrahim Traoré rendit soudain visible. Au même moment, les événements prenaient une cohérence nouvelle. Avant l'annonce, les villages du Sahel vivaient dans l'attente, observant des camions transportant du ciment reconditionné ou de l'acier recyclé traverser le désert sans explication officielle. Après la déclaration publique, le paysage bascula. Les volontaires affluèrent avant même que les plans finaux ne soient rendus publics, comme si la parole présidentielle avait libéré une énergie retenue. La disparition du calme désertique prit alors un sens inattendu. Elle révélait non pas un vide, mais une mise sous tension collective. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations se cristallisèrent autour d'une même idée. Comment construire un aéroport gigantesque avec des ressources locales, une logistique improvisée et une foi ardente ? Les observateurs extérieurs parlaient d'isolement, mais les habitants voyaient un espace malléable où chaque geste pouvait devenir preuve. Une logique interne s'imposait peu à peu, réduire la dépendance, transformer la mobilisation en ressources productives et convertir chaque heure de travail en acte souverain. En parallèle, les réactions étrangères suivaient une trajectoire inverse. Les rédactions évoquaient un pari incertain, mais dans les villages, l'annonce fut interprétée comme un souffle libérateur. Les premiers camions atteignirent la zone choisie pour accueillir l'infrastructure, certains chargés de matériaux réemployés, d'autres remplis de volontaires venus sans contrat ni salaire. Cette convergence spontanée confirma que l'annonce n'était pas un discours, mais un déclencheur. Et dans cette chaîne, silence, révélation, afflux, structuration, se dessinait déjà l'architecture du projet. Au cœur du mouvement naissant, une silhouette discrète devint rapidement un point d'appui pour les premiers volontaires. Un jeune soldat sans grade élevé, chargé de rien officiellement, mais capable d'organiser les équipes avec une étonnante aisance. Il ne possédait ni diplôme d'ingénieur, ni expérience dans les grands chantiers, pourtant son calme, sa manière d'observer et de redistribuer les efforts créaient une forme d'ordre spontané que chacun reconnaissait intuitivement. Sous son impulsion, les gestes épars commencèrent à se transformer en enchaînements cohérents. 2 situations illustrèrent immédiatement cette mutation. Un groupe d'étudiants improvisa un système de refroidissement artisanal en utilisant du sable humidifié, évitant la surchauffe des outils sous le soleil du Sahel. Quelques mètres plus loin,
un ancien mécanicien transforma un vieux camion militaire hors d'usage en bétonnière fonctionnelle, redonnant au véhicule une utilité inattendue. Ces initiatives, modestes en apparence, révélèrent que l'ingéniosité collective pouvait pallier l'absence de moyens plus sûrement que n'importe quel équipement importé. En parallèle, la zone de travail se chargea d'une atmosphère nouvelle. Les femmes installèrent des cuisines dites, des cuisines de fortune pour préparer des repas partagés, les anciens racontèrent des histoires du désert afin de maintenir l'unité, et les jeunes rejoignirent chaque matin la zone du chantier comme si le terrain était devenu une école à ciel ouvert. Lorsque Ibrahim Traoré traversa silencieusement les lieux, sa seule présence donna un poids supplémentaire à cette cohésion naissante, non comme ordre hiérarchique, mais comme reconnaissance morale. Avant l'annonce officielle, le chantier n'existait que sous forme d'hypothèse, presque un murmure porté par le vent du Sahel. Après la déclaration publique, tout changea en quelques heures. Les paysans arrivèrent avec des outils usés mais tenaces. Les étudiants abandonnèrent leurs cahiers encore tachés d'encre pour se joindre aux équipes. Les anciens militaires déposèrent leurs armes au profit de pioches, de leviers et de cordes. Ibrahim Traoré, traversant la zone sans escorte, devint le centre moral d'une effervescence qui n'attendait qu'une étincelle. Sa phrase, répétée dans les mosquées et les places de marché, s'enracina. Si nous ne pouvons pas encore voler, alors construisons ce qui nous fera décoller. Le désert, silencieux la veille encore, se transforma en terrain ouvert. Les gestes de base, creusés, transportés, remplirent, consolidés, prirent une cadence soutenue. La rapidité surprit même les observateurs locaux. La chaleur accablante imposa un rythme dur, presque martial. Les marteaux frappèrent en série. Les camions bricolés avançaient d'un mouvement irrégulier mais incessant. Les champs montaient par vagues, couvrant les ronflements de moteurs fatigués. Le sol vibrait sous les pas. Les premiers segments de piste furent tracés à main nue, puis renforcés avec du métal recyclé, du verre récupéré, des briques improvisées. Cette vitesse improbable fit basculer le récit. Dans les capitales étrangères, l'initiative fut qualifiée d'imprudence dangereuse. Sur le terrain, c'était l'inverse. Chaque heure gagnée devenait une preuve que la mobilisation populaire pouvait dépasser les limites techniques. Les images satellites révélèrent bientôt une bande claire longue de plusieurs kilomètres. Le symbole devint un fait. Les sanctions se durcirent. Elles visaient les pièces mécaniques, les transactions, les approvisionnements stratégiques. Pourtant, loin d'arrêter le chantier, elles semblèrent resserrer les rangs. Au cours d'une tempête de sable nocturne, les machines s'immobilisèrent, couvertes de poussière. Les ouvriers se mirent à genoux, prièrent ensemble, puis se relevèrent au matin pour reprendre le travail avec une discipline nouvelle. La troisième phase s'ouvrit lorsque les premiers pourcentages furent rendus publics. 42% des pistes tracées, 27% des structures métalliques montées, 100% de l'énergie fournie par des panneaux solaires locaux. Ces chiffres, en apparence froids, eurent l'effet d'une onde de choc nationale. Dans les villages voisins, les panneaux solaires initialement destinés aux chantiers furent réorientés vers les hameaux environnants. Les foyers s'illuminèrent. Les enfants étudièrent sous une lumière stable. Les anciens prièrent sous des toits redevenus visibles la nuit. Jour après jour, une certitude s'imposa. Le pays venait de franchir un seuil moral. Le mouvement n'était plus réversible. Ce qui avait commencé comme un pari devint un engrenage collectif, et ce que l'on croyait fragile se transforma en dynamique irrésistible. La phase suivante du chantier fit basculer le récit dans un registre où les données chiffrées devinrent non seulement des repères, mais des vecteurs de compréhension collective. Le passage du symbolique au mesurable s'opéra au moment précis où la première série de résultats fut rendue publique. Baseline, un espace désertique à peine esquissé. Delta, 42% des pistes tracées. Ce chiffre surprit autant les sceptiques que les partisans, car il révélait qu'un tracé réalisé avec des moyens limités pouvait atteindre une fiabilité opérationnelle inattendue. Ce résultat montra que la discipline collective peut accélérer une progression matérielle mesurable. Simultanément, une deuxième donnée inversa plusieurs analyses extérieures. 27% des structures métalliques montées, sans recours aux machines importées. Là où les modèles classiques prédisaient un ralentissement mécanique inévitable, les équipes locales démontraient l'inverse. Une ingénierie artisanale pouvait soutenir la montée des structures.
Les ateliers improvisés perfectionnaient des techniques nées de la contrainte, transformant des matériaux récupérés en composants robustes. Cette mesure prouva qu'une organisation ingénieuse peut remplacer une infrastructure lourde, coûteuse. Une troisième information acheva de déstabiliser les projections diplomatiques. 100% de l'énergie utilisée provenait de panneaux solaires locaux. Ce niveau d'autonomie énergétique, inédite à cette échelle, indiquait que le chantier ne dépendait plus d'un approvisionnement extérieur. La lumière du Sahel devenait le moteur principal de la progression matérielle. Les villages environnants bénéficièrent ensuite du réacheminement de certains panneaux, créant une couronne lumineuse autour du chantier. Ce pourcentage confirma qu'une ressource locale peut soutenir durablement un chantier national. Au même moment, Ibrahim Traoré réaffirma publiquement que ces données ne devaient pas être lues comme des prouesses isolées, mais comme des preuves cumulatives. Selon lui, la question centrale n'était pas de savoir si le chantier avançait vite, mais de comprendre pourquoi il avançait malgré les contraintes. Sa phrase « La progression n'est jamais linéaire, elle s'enracine dans la volonté » devint une clé d'interprétation essentielle pour les habitants. Dans les villages, les chiffres prirent une dimension presque palpable. Les enfants lisaient désormais sous une lumière stable, les familles réorganisaient leurs activités nocturnes, et les anciens constataient que les prières du soir retrouvaient une intensité partagée grâce à l'éclairage solaire. L'infrastructure cessait d'être un projet lointain, elle entrait dans les foyers sous la forme d'une amélioration immédiate de la vie quotidienne. Plus loin, les chancelleries occidentales durent revoir leur modèle. Certains rapports commencèrent à évoquer une rupture méthodologique plutôt qu'une anomalie. Le chantier ne suivait pas les trajectoires habituelles des grands travaux dépendant d'investissements étrangers. Il proposait un modèle fondé sur la participation humaine et l'optimisation des ressources locales. Ainsi, la réponse à la question restait ouverte dans les phases précédentes. Le projet peut-il tenir sans capitaux externes ? S'esquissa clairement, si la mobilisation interne demeure plus forte que les obstacles, la progression reste non seulement possible, mais cumulative. Deux visions du chantier s'affrontèrent dès que les premières images satellites confirmèrent l'avancée réelle des travaux. Pour les critiques les plus fermes, l'initiative relevait d'un populisme risqué. Un pays sans capitaux étrangers, affirmait-il, ne pouvait soutenir une infrastructure d'une telle échelle. Selon cette analyse, l'absence de prêts internationaux condamnait le projet à un essoufflement rapide. Pas de pièces stratégiques, pas de machines lourdes, pas de continuité technique. Certains économistes évoquèrent même un coût théorique dépassant les 1,8 milliard de dollars, considérant cette estimation comme preuve d'un gouffre inévitable. Dans cette logique, l'élan populaire ne pouvait compenser l'absence de financement formel. À l'opposé, une seconde lecture, fondée sur la réalité du terrain, proposa un raisonnement qui renversait presque entièrement le premier. Les coûts présumés, brandis dans les analyses extérieures, se heurtaient à un fait concret, des dépenses presque nulles grâce au recyclage des matériaux, à l'ingénierie improvisée et au travail volontaire. Là où certains voyaient une anomalie comptable, les habitants percevaient une équation morale et pratique. Chaque heure de travail transformait une contrainte en ressource. Les camions modifiés, les outils recréés, les panneaux solaires locaux fournissant toute l'énergie démontraient qu'un système artisanal pouvait soutenir un chantier géant. Le manque devenait méthode, et la méthode devenait efficacité. Le point de bascule apparut lorsque les chiffres officiels furent communiqués. 42% des pistes tracées, 27% des structures métalliques montées, 100% d'autonomie énergétique. Ces données froides contredisaient directement l'hypothèse d'un effondrement imminent. Elles montraient que le chantier ne cherchait pas à reproduire les standards internationaux, mais à élaborer une voie locale où la solidarité remplaçait le crédit, même en adoptant les arguments les plus solides des opposants. Coûts élevés, pression diplomatique, risques structurels, la dynamique réelle du terrain déplaçait leurs critiques. Ainsi émergea le véritable Stillman du projet. En prenant les objections les plus fortes et en les confrontant aux faits observés, le chantier prouvait qu'un modèle alternatif pouvait non seulement exister, mais fonctionner avec une cohérence inattendue. Le point médian a surgi.
Ce moment précis fit basculer la lecture du chantier. Il ne s'agissait plus seulement d'un pari audacieux, mais d'une démonstration visible de ce que pouvait produire une mobilisation sans dette. Les images satellites alignées, les pourcentages vérifiés et la cadence constante imposèrent un nouveau cadre d'analyse, même pour ceux qui doutaient depuis le début. Dans les villages, l'effet fut immédiat. Les habitants, voyant la progression réelle, redoublèrent d'efforts. Un groupe de volontaires venus de régions éloignées installa des lampes solaires artisanales afin de prolonger la journée de travail. Ce geste, simple mais décisif, montra que la dynamique ne dépendait plus uniquement d'une impulsion centrale, mais d'une compréhension intuitive. Chaque minute gagnée renforçait l'élan collectif. C'est alors qu'Ibrahim Traoré fit une apparition brève sur le site, sans protocole ni discours officiel. Sa présence, presque silencieuse, réorienta le sens du projet. L'objectif n'était pas d'impressionner l'extérieur, mais de stabiliser la confiance intérieure qui soutenait chaque geste accompli. Les ouvriers reprirent aussitôt le travail avec une vigueur accrue, convaincus que la progression visible depuis le ciel confirmait la valeur de leurs efforts quotidiens. Les effets du chantier dépassèrent rapidement la simple zone de construction, révélant une transformation qui se diffusait simultanément dans plusieurs sphères de la société. Ce qui, au départ, semblait une initiative isolée dans le désert devint une dynamique multiscalaire touchant les foyers, les ateliers, les pratiques culturelles et même les relations régionales. L'idée défendue par Ibrahim Traoré, qu'un ciel souverain pouvait naître d'un effort collectif, trouva dans ces évolutions un terrain d'expression concret. Dans les villages du Nord, les premiers panneaux solaires redistribués depuis le chantier produisirent un effet immédiat. Les foyers autrefois soumis aux coupures constantes retrouvèrent une lumière stable. Les enfants purent étudier après la tombée du jour sans craindre l'obscurité. Les familles réorganisèrent leurs soirées autour d'un éclairage continu, redonnant vie aux activités domestiques délaissées. Cette stabilité lumineuse modifia aussi les interactions sociales. Les marchés nocturnes réapparurent, les lieux communautaires reprirent de l'importance, et les anciens évoquèrent une atmosphère qui rappelait les temps où les villages vivaient au même rythme. L'infrastructure encore inachevée influençait déjà la vie intime. À Ouagadougou et dans plusieurs centres urbains, une microéconomie se structura autour du chantier. Les ateliers improvisés devinrent de véritables unités semi-industrielles capables de recycler acier, verre et câbles. Les mécaniciens spécialisés dans la réparation de camions militaires transformèrent leur savoir-faire en ingénierie artisanale, créant des outils hybrides adaptés aux conditions sahéliennes. Simultanément, les commerçants virent augmenter la demande en nourriture, matériaux, dispositifs d'éclairage et pièces métalliques. Cette dynamique créa un mouvement économique inédit. La contrainte devint source d'innovation et l'innovation devint moteur d'activité. Les sanctions extérieures, censées freiner le pays, accentuèrent paradoxalement l'inventivité locale. Chaque soir, des chants s'élevèrent autour des tentes et furent diffusés par les radios locales, devenant des hymnes d'endurance. Une femme, les mains couvertes de ciment, résuma l'esprit de l'époque. « Ils peuvent sanctionner nos banques, mais pas nos mains ». Sa phrase circula dans les écoles et les marchés, donnant une expression simple à une émotion collective. Les enfants reproduisirent les slogans sur les murs. Les anciens parlèrent d'un Sahel retrouvant sa voix commune. Ce renouveau culturel ne fut pas un effet secondaire. Il constitua le ciment invisible du chantier. La cohésion sociale devint une ressource à part entière. Autour du Burkina Faso, les pays voisins observèrent le chantier avec une curiosité croissante. Au Ghana, un programme étudiant intitulé « Construire sans emprunter » vit le jour. Au Sénégal, des veillées de prière furent organisées pour ceux qui bâtissent le ciel. Au Kenya, un enfant écrivit sur un mur « Un jour, nous construirons notre propre ciel ». Cette propagation symbolique inquiéta certaines chancelleries occidentales. Des rapports internes évoquèrent le risque d'un nationalisme d'infrastructure. Des discussions à Bruxelles portèrent sur la restriction des exportations de métaux. À Washington, un mémo indiqua que la foi organisée constitue un paramètre imprévisible. Le chantier n'était plus un simple projet, il devenait un phénomène géopolitique diffus. Au total, les effets convergèrent vers une même évidence. Plus les pressions extérieures
tentait d'entraver l'élan, plus celui-ci se consolidait de l'intérieur. Et chaque avancée confirmait l'intuition formulée par Ibrahim Traoré. Une limite peut devenir moteur lorsque la communauté la transforme en point d'appui. Lorsque les premières évaluations internes circulèrent entre les ministères, 3 trajectoires possibles émergèrent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles n'étaient pas rendues publiques, mais chacune éclairait une voie distincte pour la progression du chantier. Elles formaient une grille de lecture où prudence, ambition et risque coexistaient. Dans cette hypothèse, le chantier poursuivrait une progression stable grâce à la continuité du volontariat et à l'optimisation des méthodes artisanales. Les tours de contrôle seraient achevés dans les délais initiaux, la connexion énergétique étendue à une dizaine de communes supplémentaires et une première école d'ingénierie ouvrirait dans le Sahel pour structurer les compétences acquises sur le terrain. La clé du scénario résidait dans la constance. Une cadence sans accélération spectaculaire, mais sans rupture, permettant de transformer un élan spontané en ensemble de procédures opérationnelles durables. Ce chemin ne changerait pas la nature du projet, mais en consoliderait les fondations. Dans cette trajectoire haute, le chantier deviendrait plus qu'une construction, un laboratoire continental. Les ateliers improvisés seraient institutionnalisés en unités modulaires capables de produire acier, verre, câbles et composants solaires. Les routes locales seraient prolongées grâce aux mêmes technologies énergétiques que le site principal. Parallèlement, l'agriculture bénéficierait d'un renouveau technique grâce aux micro-réseaux électriques alimentant pompes et systèmes d'irrigation. En moins d'1 an, le Burkina Faso pourrait devenir un prototype africain de souveraineté technologique. Financement interne, énergie locale, ingénierie née de l'adversité. Ce scénario n'était pas utopique. Il exigeait une coordination fine et une stabilité politique soutenue. Une troisième voie reconnaissait les menaces les plus lourdes. Les sanctions pourraient s'intensifier, bloquant l'accès aux pièces stratégiques. Des cyberattaques pourraient perturber les communications internes. Des puissances étrangères pourraient diffuser des récits déstabilisants visant à affaiblir la cohésion nationale. Même dans ce cas, toutefois, l'effondrement resterait improbable. Le symbole du chantier, déjà enraciné dans les consciences, survivrait à tout gel matériel. Le projet prendrait du retard, mais la dynamique morale perdurerait, portée par des milliers de volontaires. Cadre d'analyse. Si, alors, pour lire ces scénarios, une équation simple s'impose. Si la mobilisation intérieure demeure plus forte que les pressions extérieures, alors la progression restera possible. Si elle faiblit, alors les retards deviendront structurels. Cette grille rappelle que le futur du chantier n'est pas une fatalité, mais un équilibre mouvant entre volonté collective et contraintes imposées. Pour les familles, groupe B, l'impact prit une forme plus intime. Les panneaux solaires redirigés vers les villages bouleversèrent le rythme des soirées. Les enfants pouvaient étudier après le coucher du soleil, les parents réorganisaient leurs tâches domestiques sous un éclairage stable, et les anciens retrouvaient la sérénité d'un foyer illuminé régulièrement. Ce changement apparemment simple modifia la texture du quotidien, révélant que l'infrastructure pouvait toucher la vie domestique avant même de prendre forme physique complète. Les travailleurs urbains, groupe C, artisans, commerçants, transporteurs, découvrirent une transformation différente. L'activité générée par le chantier créa une demande nouvelle en matériaux, nourriture, éclairage et pièces métalliques. Même sans participer directement à la construction, ils en ressentaient les bénéfices par un flux continu de travail. Cette prise de conscience renforça un sentiment de participation indirecte mais réelle à la transformation du pays. La phase suivante exigea une organisation précise, transformer un élan spontané en architecture durable. Ibrahim Traoré insista pour que chaque étape soit mesurable, afin que le chantier cesse d'être seulement une prouesse morale pour devenir une structure stable. Les 10 000 panneaux solaires déjà installés seraient redistribués vers les zones rurales prioritaires. L'objectif ? Garantir une alimentation continue dans un couloir stratégique du Sahel. La réussite serait mesurée par la régularité lumineuse observée dans 10 communes pilotes. Une école d'ingénierie nationale accueillerait les ouvriers ayant acquis une expertise sur le terrain. Leur mission ? Transmettre les techniques artisanales devenues efficaces. Le progrès serait évalué via le nombre de modules enseignés et reproduits localement.
Les espaces de bricolage seraient convertis en unités modulaires fabriquant acier, verre et câbles. Une planification trimestrielle encadrerait cette montée en capacité. La performance serait mesurée au volume mensuel de composants produits localement. Ghana, Mali, Niger et Bénin constitueraient les premiers partenaires. La coopération porterait sur l'échange de méthodes, non sur la dette. Les indicateurs seraient le nombre de projets conjoints et la circulation des solutions reproductibles. Cercles de formation, équipes mixtes, journaux de bord collectifs, tout serait conçu pour transformer la cohésion du chantier en compétence nationale. L'impact serait mesuré par la participation citoyenne régulière sur 12 mois. Ainsi, la question restée ouverte dans les parties précédentes trouva ici une réponse nette. La méthode peut transformer l'élan en structure durable. Lorsque les dernières structures émergèrent sous la lumière du Sahel, les ouvriers interrompirent quelques instants leur cadence, comme pour reconnaître silencieusement ce que des semaines d'efforts avaient construit. Au centre du chantier, le jeune soldat, celui qui, au premier jour, avait guidé les équipes sans grade ni titre, observait la piste comme si elle prolongeait chacun de ses gestes. Sa constance, façonnée par le manque autant que par l'entraide, reliait toutes les étapes du projet d'une manière que les plans d'officiels n'auraient jamais pu décrire. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré s'avança sans escorte, posant simplement une main sur l'épaule du soldat. Son geste, sobre et profond, rappela que la force du chantier n'était pas née d'une directive, mais d'une cohésion patiemment cultivée. Les chants montèrent, les rires se mêlèrent aux prières, et le désert, un instant plus tôt sévère, sembla respirer avec ceux qui l'avaient transformé. Un vieil homme s'approcha avec un enfant et murmura une phrase transmise de génération en génération. « C'est ainsi qu'on vole sans aile ». Cette phrase, brève et limpide, cristallisa l'essence du projet. La foi partagée construit un horizon. Quand le calme revint sur la zone de construction, le récit laissa derrière lui bien plus que des pistes tracées ou des structures dressées. Il ouvrit un espace intérieur où chacun pouvait relire sa relation au courage collectif, à l'entraide, à cette manière de transformer une limite apparente en élan partagé. Les gestes, les outils réparés, les chants du soir, tout cela formait désormais une mémoire commune que les habitants pourraient transmettre bien au-delà du désert. Ce qui s'était joué n'imposait aucune célébration, ni aucune certitude. Cela invitait seulement à interroger la portée du geste humain lorsqu'il se met en mouvement avec d'autres. Le chantier avait montré qu'une idée simple, bâtir sans dette, avancer sans tutelle, pouvait générer une dynamique assez profonde pour toucher les foyers, les villages et même les regards extérieurs. Chaque histoire, pour devenir vivante, doit circuler, se discuter, se confronter à d'autres voix. Et parfois, il suffit d'une phrase relayée ou d'un geste transmis pour raviver une conviction que l'on croyait trop lointaine. À présent, une question demeure ouverte. Que pouvons-nous chacun prolonger de cet élan à notre manière ?